Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Globe Penseur, le podcast international de l'Institut Montaigne. Je suis Mao de Fougères et aujourd'hui, pour parler de la position de l'Inde vis-à-vis de la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir d'échanger avec Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI Sciences Po CNRS et expert associé à l'Institut Montaigne. Bonjour cher Christophe, je suis ravie de vous recevoir pour ce 10e et dernier épisode de la saison. Alors, vous avez rédigé un article pour le blog de l'Institut Montaigne paru début juin sur la teneur du débat en Inde sur la guerre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Vous faites état notamment d'un certain consensus en Inde sur le sujet. Quel est ce consensus et comment peut-on l'expliquer ? Alors effectivement, de débat, il n'y a pratiquement pas eu, puisque même au Parlement, à la Chambre basse du Parlement, lorsque la question a été soulevée, l'opposition s'est ralliée à la position du gouvernement Modi, qui consiste donc, pour mémoire, à garder une forme de neutralité, en tout cas de s'abstenir de prendre parti, ce qui n'est pas exactement la même chose. L'Inde s'est donc abstenue à plusieurs reprises dans les enceintes onusiennes et n'a donc pas condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, ça peut s'expliquer par l'histoire, avant tout. Il y a un héritage issu du non-alignement qui conduit l'Inde à ne pas prendre parti dans les affaires du monde, en général. Et le non-alignement, historiquement, a quand même été biaisé en faveur d'une relation de solidarité avec l'URSS jusqu'aux années 90, juste tant que l'URSS a existé. Et du coup, la Russie, héritière de l'URSS, est toujours perçue comme un ami de tous les temps, comme on dit en anglais, all-weather friend. C'est-à-dire que la Russie n'a jamais sanctionné l'Inde, à la différence des États-Unis, qui ont imposé des sanctions suite à ses essais nucléaires. La Russie a mis son veto lorsque la question du Cachemire est venue au Conseil de sécurité, et l'URSS l'avait fait avant. Et donc, c'est la principale explication. Mais il y en a une deuxième qui mérite d'être mentionnée et qui est plus importante sans doute, à savoir l'idée que l'Inde aspire à un monde multipolaire. Il faut qu'il y ait des marges de jeu pour une puissance moyenne comme l'Inde. Donc, deux blocs seraient très inconfortables. Plus il y a de pôles, plus l'Inde peut maximiser son intérêt national. Et que la Russie soit en soi un pôle fort, c'est très important. Alors, c'est très important aussi pour une autre raison. Si une Russie venait à devenir faible, si la Russie venait à devenir faible, elle aurait tendance à se rapprocher de la Chine. Elle aurait besoin de la Chine, encore plus que maintenant. Et ça, évidemment, l'Inde, qui regarde la Chine comme son ennemi public numéro 1, ne le verrait que d'un très mauvais œil. Vous évoquez comme principale raison de cette position indienne, les relations entre l'Inde et l'URSS à l'époque, puis la Russie structurellement bonnes. Sur quoi portent ces relations ? On a beaucoup parlé notamment de la dépendance militaire de l'Inde vis-à-vis de la Russie. Vous avez d'ailleurs écrit un article pour le blog de l'Institut Montaigne sur le sujet le 5 juillet. Alors, quelle est la nature de cette relation ? Quels sont les différents éléments sur lesquels elle porte ? Effectivement, là aussi, il faut faire parler l'histoire. Dès les années 60, l'Inde se tourne vers l'URSS pour se fournir en armes. Et cela n'a pas cessé. Aujourd'hui, on évalue entre 65 et 85%, suivant les armes dont on parle, la marine, l'armée de l'air ou l'armée de terre, le matériel d'origine soviétique ou russe. Ça crée une dépendance considérable. Alors d'abord en termes de pièces détachées, car évidemment il faut constamment rénover les matériels. Et puis ça crée une dépendance aussi très forte en termes de transfert de technologie. Et là, l'URSS puis la Russie ont joué très finement, par comparaison avec les Occidentaux, permettant à l'Inde de coproduire des matériels parfois très sophistiqués sur son sol. Par exemple, le missile BrahMos, que l'Inde vient d'ailleurs de vendre aux Philippines, est une coproduction russo-indienne. Et puis, évidemment, il y a la question du prix. Les Russes sont beaucoup moins chers que les Occidentaux. On évalue à 1/3 de plus le coût d'un Rafale par rapport au coût d'un Sukhoi. Et, dernier point, les Russes vendent des matériels très
sophistiqués que d'ailleurs ils ont parfois refusé de vendre à d'autres pays pour des raisons de transfert de technologie. Je pense aux S-400 qui sont des missiles antimissiles du dernier cri. Et donc pour toutes ces raisons, effectivement, aujourd'hui, l'Inde dépend de la Russie et ne cherche pas tant que ça à diversifier ses approvisionnements. Elle essaye et les Occidentaux l'y aident, Américains et Français surtout, vendent de plus en plus d'armes à l'Inde, mais il reste une très très forte dépendance. Et donc, quelles sont les conséquences de cette position indienne d'une certaine neutralité sur les relations qu'elle a avec les États-Unis et avec l'Europe? On a vu que le Premier ministre indien, Narendra Modi, était en Europe début mai, justement dans le contexte de cette guerre en Ukraine. Cela a été un choc pour les Occidentaux, en tout cas pour certains d'entre eux, qui pensaient que l'Inde était maintenant un pays ami, pas un allié, parce que l'Inde ne se lie pas les mains par des alliances, mais en tout cas un pays sur lequel on pouvait compter. Et là, on n'a pas pu compter sur l'Inde, notamment quand il s'agit d'imposer des sanctions, et notamment lorsqu'il s'agit de ne pas acheter du pétrole à la Russie. L'Inde achète beaucoup de pétrole à la Russie. Et les Américains en particulier ont été fort maris de cette situation. Ça s'est traduit par l'évocation de questions qui, pour jusque-là, étaient restées tabous. Les droits de l'homme en Inde. Blinken a fait des références à la question des droits de l'homme en Inde, comme jamais on avait osé en parler. Les Européens aussi, et d'ailleurs, ces derniers jours, notre représentant de l'Union européenne pour les droits de l'homme était en Inde et a tweeté sur des sujets eux aussi tabous. Je pense que ça, c'est assez lié au désarroi, au dépit occidental vis-à-vis de l'attitude indienne dans la crise ukrainienne. Maintenant, ça ne va pas très loin, ça ne va pas chercher très loin. Et le calcul des Occidentaux consistait à dire on ne va pas s'aliéner l'Inde en durcissant le ton, on va essayer de la ramener à de meilleurs sentiments. Et de fait, lors de la réunion du G7, à laquelle l'Inde était invitée, elle s'est associée à un document final, un communiqué final, qui condamnait l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme étant illégale. Est-ce que cela n'est que le début d'un rapprochement plus conséquent ? Ce que l'on a dit tout à l'heure par rapport aux facteurs qui pourraient faire changer les lignes, eh bien, revient là dans la discussion. Donc ce sont les mêmes facteurs qui pourraient aussi faire évoluer la position occidentale vis-à-vis de la position indienne. Oui, et surtout qui pourraient faire changer la position indienne et la rapprocher de la position occidentale, car, encore une fois, si la Russie est affaiblie et si l'Inde a besoin d'un soutien économique et financier, c'est auprès des Occidentaux qu'elle le trouvera, ou auprès du FMI, où les Occidentaux pèsent plus lourd que la Russie. Alors justement, vous évoquez dans votre papier des leviers puissants aux mains des Occidentaux pour faire évoluer cette position. Quels sont ces leviers ? Alors, ils ne sont pas si puissants que ça. En fait, il y a des leviers, mais qui ne sont pas si puissants que cela. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez bien sûr la dépendance technologique de l'Inde vis-à-vis de l'Occident, y compris quand même dans le domaine militaire, puisque si l'Inde achète des Rafales, c'est aussi parce qu'ils sont d'une qualité bien meilleure que les meilleurs Sukhoi. Et donc, il y a une dépendance technologique qui passe par le nucléaire, qui passe par le militaire, et que les Occidentaux pourraient utiliser s'ils le souhaitaient. Il y a une dépendance financière, en tout cas, on va la voir s'affirmer à mesure que la crise économique s'approfondit en Inde. Il y a une dépendance commerciale, il y a des négociations en cours pour un traité de libre-échange avec pratiquement tous les partenaires occidentaux. L'Inde n'a pas de traité de libre-échange avec aucun pays se situant à son ouest. Et c'est un énorme handicap. Là, il y a un levier aussi du côté de l'Union européenne, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces leviers ? Pour deux raisons principalement. L'Occident continue de voir en Inde, voire dans l'Inde, un contrepoids à la Chine. Et même si on réprimande l'Inde sur les droits de l'homme, on considère que ce qui se passe en Chine est bien plus grave que ce qui se passe en Inde. Donc, ce n'est pas des considérations qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, on voit en Inde un des partenaires de l'Indo-Pacifique. Elle est d'ailleurs dans le Quad, et ce n'est pas un hasard. Et deuxièmement, on voit dans l'Inde un marché considérable.
C'est vrai pour les ventes d'armes, et la France est très bien placée pour reconnaître sa dépendance vis-à-vis du marché indien, mais ça va au-delà, on a des espérances. C'est un marché d'1,4 milliard d'habitants, mettons à répéter. Un marché très difficile, que beaucoup d'entreprises quittent en ce moment parce qu'il est au plus bas, mais on se situe dans le temps long et on se dit qu'on ne peut pas négliger ce marché. Voilà 2 raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, les Occidentaux n'ont absolument pas haussé le ton, outre les quelques références que j'évoquais aux droits de l'homme, depuis la crise ukrainienne. Et quelles sont les conséquences vécues actuellement, mais aussi les conséquences anticipées, politiques, économiques, diplomatiques, de la guerre en Ukraine sur l'Inde? Alors c'est très contrasté sur ce plan, parce que quand on regarde la situation depuis New Delhi, au plan politique, pour commencer par là, on voit l'Inde et le gouvernement Modi se féliciter d'être si courtisée par tant de pays qui voudraient qu'elle soit dans son camp, ou dans leur camp, pardon. C'est évident, hein, la valse diplomatique qui a suivi la crise a conduit le Premier ministre japonais, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères chinoise, Johnson, à rendre visite à Modi. Lui-même est venu, comme vous l'évoquiez, en Europe au mois de mai pour voir les responsables allemands, français. Bref, Modi peut dire, voilà, je suis celui qui est au cœur du jeu, je suis au centre du jeu, tout le monde a besoin de l'Inde, et il en tire argument en termes, je dirais, domestiques, de politique intérieure. Au plan économique, je l'ai évoqué d'un mot, les conséquences vont être quand même de plus en plus difficiles à tenir. On va vers une crise de la balance des paiements, le déficit du commerce extérieur indien s'approfondit, la balance commerciale est vraiment très très déficitaire. La roupie n'a jamais été aussi basse. 80 roupies pour $1, mais c'est du jamais vu. C'est une des monnaies les plus faibles d'Asie aujourd'hui, ce qui explique aussi le déficit commercial, bien sûr, parce que les importations coûtent beaucoup plus cher. Les réserves de devises fondent comme beurre au soleil. L'Inde a maintenant un taux d'endettement très très élevé. Les taux d'intérêt vont augmenter. La dette indienne va devenir très difficilement soutenable. On est sur un scénario sombre au plan économique. Cette crise est en train de creuser tant de déficits que l'Inde va avoir des difficultés. Au plan diplomatique, il y a un pari. L'Inde a fait le pari de la neutralité en pensant qu'elle serait courtisée par tous jusqu'au bout. Oui, si la Russie tient le coup, si la Russie reste un partenaire fort, un pôle de ce monde multipolaire que l'Inde appelle de ses voeux. Si la Russie décline, et encore une fois devient dépendante de la Chine bien plus qu'elle ne l'est à présent, ce sera un pari perdu. Et il faudra revenir vers les Occidentaux avec des compensations, des concessions pour redevenir l'ami qu'on pensait avoir. Alors c'est encore possible, tout est encore possible, car le jeu on est au milieu du gué à bien des égards. Mais une guerre qui dure et qui affaiblit la Russie n'est pas dans l'intérêt de l'Inde, du point de vue économique et du point de vue diplomatique. Et sur ce point, justement, l'Inde étant courtisée par beaucoup de pays, comme vous le disiez, dans cette guerre, est-ce que c'est cette guerre qui a révélé cette place centrale de l'Inde, ou qui a contribué à révéler cette place centrale, ou est-ce que ça tient à un élément beaucoup plus structurel lié aussi à la confrontation sino-américaine? Non, je pense qu'effectivement, cette guerre a eu un effet de révélateur, mais dans un contexte aussi structurel, c'est le contexte de l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que le centre de gravité du monde s'est déplacé vers l'Asie, l'intérêt, l'attention est maintenant concentrée sur l'Asie. L'Inde joue dans cette zone un rôle important parce que la Chine est devenue expansionniste et qu'on la craint. Donc, c'était à l'occasion de cette affirmation de l'Indo-Pacifique comme zone clé que la guerre en Ukraine, effectivement, révèle le rôle potentiellement central de l'Inde. Parce que, pour l'instant, elle n'est centrale que parce qu'elle est un point aveugle, en quelque sorte. Parce qu'elle est
encore neutre et n'a pas pris parti, et qu'on pense qu'elle peut aider l'un ou l'autre des camps. On verra si c'est le cas. Il faut pour cela avoir quelques moyens. Et si l'économie continue sa pente glissante vers le déclin, on ne pourra pas forcément considérer que l'Inde est en position de jouer un rôle important dans cette zone. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à mes questions pour ce dernier épisode de la saison. Je rappelle vos articles sur les blogs de l'Institut Montaigne, sur les débats indiens sur la guerre en Ukraine d'une part, et puis sur la dépendance militaire indienne vis-à-vis de la Russie. C'était Globe Penseur. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et nous sommes de retour à la rentrée pour un nouvel épisode.